Il semble aujourd'hui familier, ce Premier ministre surgi de l'inconnu en mai 2002, enfant surprise d'une présidentielle pas comme les autres. Jean-Marie Le Pen au second tour, Lionel Jospin qui se retire de la vie politique. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec en me retirant de la vie politique. Et la France dans la rue pour porter Jacques Chirac au pouvoir avec 82% des voix. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,2%. Le président réélu nomme Premier ministre un homme sans notoriété, mais pas sans expérience. Quand il entre à Matignon, Jean-Pierre Raffarin baroude en politique depuis près de 30 ans. Raffarin, c'est donc l'homme qu'on n'attendait pas. Mais Raffarin, c'est aussi l'homme qui attendait son heure dans la coulisse, qui attendait le rendez-vous du destin, sûr de rien et prêt à tout, qui attendait l'occasion de réaliser son rêve, être l'homme qui change la France. En quelques semaines, le Premier ministre impose son style. Mélange d'enthousiasme et de détermination, d'humour et de pugnacité. Il sait aussi se vendre, se mettre en scène, le verbe haut et le geste martelé. Mais la réalité n'attend pas. Encaisser, amortir, esquiver, passer en force, contre-attaquer. Sous la mitraille, Jean-Pierre Raffarin mène la lutte. Il déploie ce que Chirac appelle un gouvernement de mission. François Fillon tient le front du social et mène l'offensive des retraites. Nicolas Sarkozy est le hussard de la sécurité. Patrick Devedjian, Dominique Perben et Jean-François Copé animent la campagne de la décentralisation. Face à ces soldats de l'an 1 de la République Raffarin, il y a l'opposition et la rue. Grogneurs contre grognards, il y a les élus locaux et l'opinion. France d'en bas contre ministre d'en haut. Quand on veut réformer la France ne se laisse pas faire. Elle se méfie. Jean-Pierre Raffarin saura-t-il la convaincre? A-t-il d'ailleurs les bonnes solutions? Pour le chantre de la France d'en bas, l'essentiel se passe sur le terrain. C'est le temps des ministres pèlerins. Mais la méthode est aussi projet politique. Pour changer la France, Jean-Pierre Raffarin a en effet un secret, une panacée. Décentraliser. Pour transmettre aux régions ou aux départements la gestion des aéroports, des routes nationales ou du RMI, c'est la Constitution de la République qu'il faut d'abord modifier. Le président, c'est Jarlier, le président de l'Union de montagne, hein, des élus de montagne. Non, je crois pas. Ah, regardez ça, c'est beau. C'est Jean-Louis Didiard. Ça, c'est beau quand même. Elle est belle, la France, hein. Je crois que c'est beau, ça. Bon, je suis pas prêt pour le discours montagne. On travaille ça dans l'hélico. Raffarin le Girondin entame donc un épuisant Tour de France. Première étape, Marseille, 25 octobre 2002. Il n'a pas dit bonjour au Premier ministre. Non, pas vous. Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Il y a, au fond, quelque chose qui nous rassemble. C'est quand même cet esprit de mai 2002. Nous sommes particulièrement attentifs à ce message du 21 avril. Des Français qui nous disent leur exaspération devant une République qui a du mal à tenir ses promesses, devant la complexité, devant la bureaucratie, devant les lourdeurs et les lenteurs, devant ce qui n'avance pas, devant ce qui donne le sentiment permanent de l'impuissance politique. Où est la République vécue? Où est cette République partagée à laquelle les Français sont si attachés? Moi, j'ai une conviction, vous savez. La société française
La société européenne, elle sera complexe dans l'avenir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour la traiter, la complexité? Eh bien, mettre de la proximité, parce que c'est au plus près que c'est le plus facile. Dès que vous voulez tenir compte de l'originalité du Var par rapport aux Alpes-Maritimes, et encore dans le Var, il y a ceux du Haut-Var, et encore dans ceux du Haut-Var, il est normal que chacun ait droit, mon cher Hubert, à sa reconnaissance d'identité. Eh oui, si vous faites de la complexité et des systèmes centralisés, là vous ne passerez pas. Et on connaîtra ce qu'on connaît dans notre pays, la congestion cérébrale. C'est par le haut que ça bloque. Quel enthousiasme vous avez. Il est bon. Il est bien bon, voilà. Oui, il y croit. Petit à petit, vous avez un discours sur la nation qui me paraît très bien pour conclure le tout. Ce que vous dites sur la complexité, moi, me convainc tout à fait. Il ne faut pas chercher la simplicité, c'est une chimère. Mais par contre, il ne faut pas la gérer en haut. C'est absurde. On part du bas et on ne fait monter les compétences qu'au fur et à mesure qu'on a besoin de monter. Parce que nous avons toujours des logiques qui tombent du haut vers le bas. Et que ce sont les logiques descendantes qui sont aussi souvent des logiques asphyxiantes. Le temps où l'État prend ses ciseaux et découpe les territoires est terminé. C'est autour de la table du conseil municipal que se vit l'espace premier de la République. Ses qualités, ses originalités, ses talents, élever la qualité générale de nos productions dans de vrais contrats, dans de vraies entreprises. Je suis d'accord sur un point avec la CGT. On finit par écraser le travail des gens derrière les produits. Et c'est pour tous de capacité à éloigner la décision, la capacité d'initiative, mais il faut aussi l'équité territoriale. 5 leviers de changement. L'Europe aura changé sa géographie. Commencera à jouer un échelon de la République. De mobilisation très importante, puisque finalement la France peut être le centre, parce que le territoire est le lieu de la fertilité de la France, que votre région soit au cœur de cette espèce. Donc finalement la politique c'est souvent de la dentelle. Je vais m'arrêter rapidement parce qu'il est 1h25, et comme en matière d'appétit je ne suis pas le dernier, j'ai aucune raison de vraiment vous retarder au-delà du raisonnable. Messieurs les premiers ministres, installez-vous. Quand 3 premiers ministres se rencontrent, que se racontent-ils? Des histoires de décentralisation. Comment réagissent les régions alors? Il y a vraiment une vraie demande de projet. Donc il va falloir mettre de l'ordre dans tout cela, mais il y a vraiment un appel à projet qui avec pas mal des idées très intéressantes. Et on va pouvoir aller plus loin dans les transferts que je ne le pensais d'ailleurs. Aller plus loin que prévu. Raffarin est bien optimiste. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Voilà ce que je suis venu vous dire avec conviction. Je crois vraiment que la montagne peut être une chance pour la France. Et quand on se bat pour une république décentralisée, c'est dans l'intérêt de la France, c'est de faire en sorte que ce pays qui nous rassemble aujourd'hui puisse être conforté dans sa pratique républicaine, qui est forcément, de mon point de vue, une pratique décentralisée. Merci. Discours, voyage, enthousiasme, la décentralisation a réussi son envol. Mais pour réformer la Constitution, il faut l'accord du Parlement. Le grand projet de Raffarin s'embarque donc dans un moyen de locomotion beaucoup moins véloce, un train de sénateurs. Ça va toujours l'ambiance. Ouais. À mon avis. Ouais. Dans l'ombre, les Jacobins aiguisent leurs couteaux. Voici le moment du coupe-gorge parlementaire. La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Je voudrais simplement vous dire que nous avons 150 jours pour réussir cette démarche. 150 jours entre le moment où nous posons la question de la loi constitutionnelle et nous avons pensé qu'il fallait prendre le sujet par la Constitution pour bien montrer la direction dans laquelle nous voulions nous engager. Faire en sorte que la loi constitutionnelle ouvre le débat. Je vous remercie.
Comment allez-vous, madame? Monsieur le Premier ministre, Ça va bien? c'est très dommage que oui, ça va. Qu'est-ce qui est dommage? Je ne comprends pas pourquoi vous prônez le référendum dans les collectivités locales et pas sur le problème de la décentralisation. Chère madame, Bien sûr, ce serait c'est aller bénéfique, y compris pour votre gouvernement, hein, vous savez. participer au D'autres qui débat, peuvent nous s'accomplir. tiendrons compte de ce que vous dites. Mais on continuera. À bientôt, ça, je ne suis pas inquiet. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus au sein de l'article 4, aux amendements numéros 135, 182, 136, 90, 72 et 7 qui sont en discussion commune. Il reste 47 amendements à examiner sur cet article. La rédaction du 10 rectifié de M. Garec, pour être tout à fait clair, nous pose un problème. Celui du cependant. Néanmoins, nous avons donné notre accord à condition qu'on ajoute avec leur accord. Mon groupe souhaiterait plutôt la suppression du deuxième alinéa de l'article 72. On a le sentiment que demain, on pourra tout faire sans que personne puisse rien nous dire. Donc je trouve que cet article est très mal, monsieur le ministre, très imprécisément, allez, soyons pas désagréables, très imprécisément rédigé. La guérilla des parlementaires a commencé. Leur arme secrète contre la décentralisation, ce sont les amendements. Le diable est dans les détails, le sénateur aime étrangler en douceur. C'est une réforme de la Constitution, ça peut quand même prendre plus de 2 jours, non? Oui, non, ça c'est vrai, mais enfin, comme ils avaient... Il faut quand même pas les obséder du premier métro qui passe, enfin... Non, ça, alors moi, je suis pas du tout choqué que ça prenne un petit peu de temps. Non, parce que moi j'ai ma concierge aussi qui a un amendement. Non, ça, personne ne peut être contre la décentralisation, mais même vous, attendez, c'est très bien. C'est tout bénéfique. Il n'y a pas que des défauts dans cette loi. Elle est vachement bonne cette loi. Le débat sur le projet de loi constitutionnelle sombre au fil des jours dans une grande confusion. Je ne parlerai pas de nouveau de grand bazar, mais enfin, nous sommes dans un système qui deviendra de plus en plus confus. Confusion que nous ne sommes pas seuls à dénoncer. Je reprends les propos du président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré. La décentralisation, ce n'est pas le bazar, ce n'est pas une grande braderie qui laisserait la République en morceaux. Les sujets du 20h, ça va être la petite phrase du président Debré. Ah oui, ça a été ça. Ça sera pas aux questions, mais dans les couloirs, c'est que ça. C'est ça la dépêche. Je pense qu'il s'est fait un copain. Ah bon, d'accord. Vous voyez vous voyez ce que je veux dire. Dans le scrutin numéro 20, j'ai été porté comme ayant voté pour, alors que je voulais voter contre, mais je me suis trompé de couleur. Voilà. Hamlet, acte 2, scène 2. Une précision. J'ai entendu dire que la commission des lois aurait retiré un certain nombre de ses amendements. Est-ce qu'ils seront quand même appelés tout à l'heure pour mentionner qu'ils sont retirés, ou est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont morts? Ils sont morts. Alors je les reprends tous. Monsieur Charras, il est indiqué qu'ils ne peuvent être repris que s'ils sont défendus. Donc, par conséquent, vous ne pouvez pas les reprendre. C'était le but, précisément, de l'opération. Vous n'avez pas compris. Je lis vos textes. J'invente rien. Alors, bon. Vous avez terminé, monsieur Charras? Terminé. On finit l'article 6 à quelle heure? 3h, 4h du matin. Si long que ça? Ils vont pas céder, hein? C'est ce qu'on fait, on essaye de faire la guerre du Sud. Ce qui met la merde dans l'affaire, c'est cependant. Oui. Ça veut dire que si les autres veulent pas payer, ils ne payent pas. Oui. Qu'est-ce qu'il veut amender encore? Il a tout eu. Mais non, il n'amende plus. Il veut quoi? Il voudrait que ces amendements passent. Voyage jusqu'au bout de la nuit, voyage jusqu'au bout de l'ennui.
Les ministres bâillent, les sénateurs somnolent, mais c'est surtout la décentralisation qui s'assoupit dans le ronronnement des arguments législatifs. Le grand projet devient un feuilleton obscur et lassant. Il ne reste plus que 52 amendements, il est minuit et quart, on est un peu naze, mais là, je pense que cette fois-ci, on va réussir à voter le volet financier de la loi, donc voilà, ça va. Raffarin, il nous a fixé un train d'enfer. Il faut que sur 12 mois, on ait réussi à faire toute une série de grandes réformes qui correspondent aux engagements qui ont été pris pendant la campagne. Donc il faut y aller. J'ai un programme et j'avance à mon rythme. Et je suis déterminé avec constance, ténacité. Je ne veux pas brutaliser le temps, mais je déroule mon calendrier tel qu'il est. Je ne suis pas surpris qu'il y ait des jacobins dans ce pays. Évidemment, nous sommes un pays qui a vécu de la centralisation, qui a bâti tout sur le principe de la centralisation. Moi, je combats la centralisation. Je pense vraiment qu'il y a aujourd'hui dans notre pays un cercle de plomb qui fait tout pour rendre la France immobile. Et donc la réforme est difficile. Mais c'est pour ça que je me sens libre, parce que j'ai à la faire et donc je la ferai. C'est des grands brutaux. Moi, je pense cette fois, pour les poches, avant de fréquenter les sénateurs, je pensais que c'était des bons vieux papis. Mais c'est des papis flingueurs. On peut se stabiliser là quand même. Puisque la réforme s'enlise à Paris, il faut une fois de plus retourner sur le terrain. On croit toujours que c'est dans le bureau que les choses se passent. Mais l'important, quelquefois, on le découvre dans le hasard d'une rencontre, dans un geste qui vous est adressé, un geste d'ouverture, un geste de fermeture. Vous comprenez les choses souvent par les attitudes des autres. Et donc c'est pour ça que moi je suis très attentif à avoir beaucoup de contacts, parce que c'est dans les contacts que l'important apparaît. Le Premier ministre fait aussi de la politique avec les mains. Accolades, bourrades chaleureuses et tapes amicales. Toucher pour être touchant, toucher pour installer une complicité, toucher pour convaincre et pour comprendre. Eh ben dis donc, on a un beau travail là quand même, hein. Tout marche bien. Donc, c'est les rillettes de Touraine qui rentrent comme ça. Bonjour, monsieur l'artisan. Bonjour. Vous êtes vendéenne? Il y a de l'énergie alors. J'espère. C'est les vacances? Non, pas encore. Non, pas encore. Un petit verre de vin chaud? Oh, c'est gentil. Merci. Ah oui. Ah oui, dans notre département. Bonjour. Et alors? Parce que j'étais jeune. Goûtez si vous voulez. Est-il sincère ou comédien? Peut-être les deux à la fois, car action et communication sont pour Raffarin sœurs siamoises. L'une ne va pas sans l'autre. Si la com est bonne, le travail avance. Si les réformes sont mauvaises, le terrain n'est qu'une campagne électorale permanente. Aïe, 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 moi je reviendrai à Richelieu tous les jours. Bon courage. Bon courage. Surtout à vous. Merci. Moi, quand je réussis, je suis un super communicateur, qui a tout prévu. Un génie de la communication, qui a inventé les messages, les formules et tout ça. Et quand j'échoue, je suis un plouc de province. Entre le super communicateur et le plouc de province, il y a la vérité. La vérité, c'est la proximité avec les Français. Un seul Premier ministre pour 60 millions de Français. Pour la proximité, il faut donc des relais. Les parlementaires doivent mesurer l'humeur du pays et faire remonter les infos. Alors, on va commencer à boire un coup tout en discutant. Bonsoir, merci d'être venu. Salut. Quelles sont les priorités des Français? Jean-Pierre Raffarin, tout le monde l'aime, quand il est là. Mais dans son dos, mais en son absence, que dit, que pense la France d'en bas? On survit doucement. Oui. Sur les impôts nouveaux. Les impôts. C'est la décentralisation, ça? Oui, alors justement, la décentralisation, oui. Ben, c'est vrai que bon, les feuilles d'impôt sur l'impôt sur le revenu, on a baissé de 5%. Ouais. Vous avez vu ça? Si, sur l'impôt sur le revenu. Moi, je vois le total de ce qui sort. Voilà. Alors après, effectivement, on est dans un département où malheureusement, on est le deuxième département où la hausse a été la plus importante. Ouais. Et c'est vrai que ça a complètement effacé la baisse d'impôt sur le revenu.
Donc c'est l'image-là que vous avez de la décentralisation. Voilà. Oui, donc je comprends qu'il y a du boulot. Allez, approchez-vous, prendre un verre. Approchez-vous. Approchez-vous, prendre un verre. Vous y voyez comment les élus, là, la décentralisation? C'est pour en avoir plus à faire avec moins de moyens, ça ne marchera pas. Et puis tout le monde va grogner à ce moment-là. Parce qu'il va bien être obligé de payer la sécurité, de payer tout ça. Alors, les transferts de compétences, avec quoi il va les payer? Et tout le problème, il est là, en fait. Les retraites, ça va être un truc délicat. Ah, les retraites, tu les vois comment? Moi, je verrais un truc, c'est que ce qui passerait un petit peu partout, ce qui serait un peu accepté, c'est que la retraite, ce ne soit pas à un âge donné, c'est au bout d'un certain temps de versement. Parce que là on arrive au pied du mur. Hein. Il faudra y passer. Il faut y passer, là. Ouais, exactement. Nous, moi, ce qui me préoccupe, c'est la délinquance. La délinquance. Alors, ah ben oui, dis donc, c'est une horreur, ça. On n'est plus en France. Alors... Vous ne sentez pas sur le terrain qu'il y a eu de changement pour l'instant? L'ambiance dans la magistrature, est-ce que... Et puis... la répression. L'ambiance est à la répression. L'ambiance est à la répression. Grosse répression. Ça tape. Ça tape dur. Et vous sentez, par exemple, que ça commence à faire son chemin Non? Le problème, c'est que c'est souvent des gens pas trop mauvais qui se font taper. Le premier coup qui passe, boum. Voilà. Ouais, bon. Enfin. Vous avez pris un verre? Oui, c'est bon. Pour la sécurité, Raffarin peut compter sur l'omniprésent Nicolas Sarkozy. Jadis le mal-aimé de la droite, il est désormais le préféré des sondages. Il en fait trop, mais trop, c'est juste assez pour Nicolas Sarkozy. L'objectif, vous le savez, c'est pas maîtriser la courbe de la délinquance, c'est l'inverser, c'est casser la progression, la casser durablement et fortement. Alors maintenant, il ne faut plus parler, il faut agir. Vous ne laissez plus rien passer. Ça ne sert à rien de prévoir des patrouilles nombreuses, sympathiques et conviviales entre 9h du matin et 10h30 le matin. Parce que les délinquants, ils dorment. Moi, je souhaite, les gendarmes, davantage de nuit, davantage de patrouilles, davantage sur le terrain. Cela se traduit pour vous concrètement par le fait que je vous annonce 29 policiers actifs supplémentaires et en septembre prochain, des réalisations du transfert, je vous annonce un renfort de 8 autres gendarmes pour améliorer encore votre dispositif. Donc, j'estime que là, on doit avoir, dès cette année, des résultats significatifs. Je ne sais pas si j'ai été clair, en tout cas dans ma tête ça l'est, et les instructions, elles sont claires aussi. Il y a le travail, de vrais résultats et beaucoup de communication. Sarkozy, plus qu'un ministre, presque un vice-premier ministre. Regardez, c'est blanc. C'est magnifique. Non, mais attends, c'est incroyable, hein? C'est pas souvent qu'on voit ça comme ça, non? C'est magnifique. Pour l'heure, Nicolas Sarkozy et Jean-Pierre Raffarin sont complices, ou du moins associés. L'un soutient l'autre, l'autre appuie l'un. Et ça marche. Dans le palmarès 2002 du Trombinoscope, le chef du gouvernement est sacré homme politique de l'année. De quelle année? Alors si c'est 2002, c'est à mi-temps, et si c'est 2003, c'est imprudent. Merci à tous. Le prix de la personnalité politique de l'année élu par la presse étrangère et le ministre de l'année que nous avons choisi. Ces deux prix seront remis évidemment à quelqu'un qui occupe beaucoup d'espace depuis quelques mois, c'est Nicolas Sarkozy. Bon, j'ai deux messages particuliers. Le premier à mon voisin Jean-Pierre, ministre de l'année, premier des ministres. Je t'assure, Jean-Pierre, j'accolerai jamais les deux ensemble, en tout cas sur 2003, tu peux en être assuré. Raffarin-Sarkozy, c'est le couple moteur du gouvernement. Chacun fait la courte échelle à l'autre, tous les deux sont populaires. On y va, où est-ce qu'on fait la réunion? Mais pour que dure la popularité, Raffarin doit la cultiver. Où est-ce qu'il est le discours Europe que j'avais commencé à... Et pour la cultiver,
il lui faut préparer ses apparitions publiques avec ses collaborateurs dans le laboratoire de Matignon. You're good one. Thanks lot. Bon. Surtout quand il s'agit de s'adresser aux jeunes. Auprès d'eux, le Premier ministre entend faire souffler l'esprit de la réforme, mais aussi investir dans un avenir électoral. Bon. Ça se passe comment? Vous avez en fait 3 moments dans la réunion. Alors, 3 moments, c'est quoi? Donc 18h15. Alors, vous arrivez à 18h. Ça, c'est l'accueil par le directeur. Une intervention de votre part. Vous avez le discours qui a été préparé par Hakim. Et 2 thèmes qui ont été travaillés par les étudiants. Mais j'ai envie de leur faire un peu de l'Edgar Morin, parce que je trouve que le thème sur lequel l'Europe n'est pas évidente. Parce que, je trouve que tout le monde explique que l'Europe est une grande évidence, mais ni l'histoire ni la géographie n'ont construit l'Europe. Ni Napoléon, ni le XXe siècle. Donc au fond, l'Europe, c'est un destin. Donc j'ai envie de prendre le sujet comme ça. Non? Je ne vois pas de difficulté majeure là-dessus. Ça dure combien de temps total? Un peu plus d'1 heure, parce que c'est ça. Oui, vous rejoignez le bureau du directeur pour signer le livre d'ordre. J'ai déjà signé 10 fois. Mais le Premier ministre. Non, c'était pas en tant que Premier ministre. C'était en février dernier. C'est pas qu'il y a eu une vie avant vous. Petit mousquetaire. Voilà. Bon, nous sommes à Versailles à quelle heure? Dès que vous pouvez, ensuite, enfin, il faut quoi, 20 minutes pour y aller? Ça vous intéresse pas ce qu'on dit? Tout à fait. Parce que d'habitude, vous avez votre ordinateur ouvert. Oui, mais là, le discours est déjà prêt. Quand Hakim a son ordinateur fermé, je suis inquiet. Merci monsieur. Bravo, merci de nous avoir tous invités ici. Pour Youssef. Merci beaucoup, monsieur. Raffarin est dans le bain de foule comme un poisson dans l'eau. Ce fan de Johnny Hallyday joue les rockstars et il aime ça. Merci beaucoup. Son style fait merveille, sa simplicité paye et sa détermination passe. Jusqu'à quand? Dans tout Premier ministre populaire, la France a l'habitude de voir un présidentiable qui sommeille. Comment ne pas le penser devant la campagne incessante de Jean-Pierre Raffarin? 3 mois après les inondations, il retourne ainsi dans le Gard, en bon élève de Jacques Chirac. Compassion, ambition. Arpenter le terrain, c'est peut-être la nouvelle façon de gouverner, mais c'est aussi l'art éternel de glaner les suffrages. Là, c'est l'appel au secours parce que vraiment, ça me vaut un peu après ça de sortir. Vraiment, c'est, disons, c'est notre cœur qui parle actuellement. J'ai compris, dès les premiers instants, j'ai entendu votre voix, que l'émotion était là. Il n'y a pas de secret. Raffarin le malin ne tombe pas dans le piège du rêve élyséen. Pas une confidence, pas un caprice n'ont encore trahi en lui le présidentiable. On a été habitué à voir à Matignon un président bis. Ça, c'était la cohabitation. Mais c'est une perversité de la Ve République. Moi, je ne suis pas un président bis. Je suis un chef de gouvernement avec un chef de la République. Le chef de l'État, il donne les orientations, il préside, et moi, je gouverne selon ces orientations. Je cherche à faire ce que j'ai à faire et à dépersonnaliser la fonction. Et donc, j'assume les responsabilités. Et je suis dans un univers qui est un univers de confiance. Donc, j'imagine ce que devait être la cohabitation, la guerre des communiqués. Quand le président aurait été en Algérie en se disant pendant que je suis là-bas, il y a un Premier ministre qui cherche à me faire un croche-patte. Là, nous sommes dans un système de confiance. Quand il fait quelque chose, il sait que je ne lui tire pas dans le dos. Et moi, quand je travaille, je sais que je peux compter sur son soutien. Alors, je sais bien qu'il y a plein de gens qui voudraient injecter dans tout ça des rivalités, comme il y en a eu dans le passé. Pour une fois, il n'y a pas de bataille d'hommes.
Et c'est pour ça que ça marche. J'ai bien aimé quand même la phrase sur ordre d'Alain Juppé, comme si Alain Juppé donnait des ordres. Donc la dernière fois que Jospin a fait ça s'était passé comment? S'il ne songe pas à l'Élysée, qu'est-ce alors au juste pour Raffarin que la politique? Un métier comme un autre, un sacerdoce, un héritage? Que signifie pour lui être Premier ministre? La fonction fait un peu l'homme. Je ne crois pas qu'on change vraiment. Une personnalité humaine, c'est pas du chewing-gum. C'est forcément une sédimentation qui vient de racines profondes, qui vient aussi de perspectives, d'ambition, de volonté. Donc, je ne crois pas au changement complet de personnalité dans une situation. Forcément, les parents sont forcément des guides, des repères, des balises par rapport auxquels on se définit. C'est souvent d'ailleurs ça l'éducation. L'éducation, c'est d'aller se confronter, aller se forger ses convictions. Les enfants ont besoin d'un mur souvent pour se définir par rapport au mur. Mon père, c'est la générosité, c'est l'engagement, l'action, c'est le don vers l'autre, c'est une énergie au service des autres. Mais mon père, d'une certaine manière, était moins politique que ne l'est ma mère dans son jugement. C'est pas une femme de communication, c'est pas une femme d'expression, c'est une femme de jugement. Et dans l'action politique, la lucidité, le jugement, c'est souvent l'essentiel. D'ailleurs, dans l'exercice de nos fonctions, entre deux avions, entre différents événements qui à la fois bousculent et dévorent, pourraient être portés tel un bouchon par le fil des courants, par le fil de l'eau. Et au fond, notre travail à nous, c'est de pouvoir agir sur les mouvements et donc d'y voir clair, la lucidité. Être lucide, c'est regarder la réalité en face et dire la vérité. Avec l'hiver, la France sociale s'enrhume et les sondages tous. Licenciements, délocalisation, bourse en berne et croissance en deuil, la crise économique ravive les angoisses et les colères. Chaque semaine, à l'Assemblée nationale, les députés interpellent le gouvernement. Chaque semaine, la gauche cherche donc à déstabiliser Jean-Pierre Raffarin. Et chaque semaine, le Premier ministre organise la résistance et la riposte. Salut tout le monde. Vous avez les amitiés du président de la République. La chance de travailler avec une des meilleures équipes de Paris, la deuxième d'ailleurs, juste après celle de l'Élysée. On n'est pas en compétition. Bon, alors les questions. On commence par une question de Pierre-Christophe Baguet sur la sécurité aux abords du Parc des Princes. Ouais. C'est Nicolas Sarkozy qui répond. Je crois qu'il a fait une réunion. Oui, tout à fait. Il y a une question de François Liberty ensuite sur les retraites, donc que François Fillon prendra. Ensuite, il y a les trois questions socialistes, une question donc d'Albert Facon sur Métal Europe. Alors, on était plutôt sur, comme réponse, Delevoye. Alors, j'ai eu Christian Béchon tout à l'heure qui me dit qu'on a préparé une réponse en fonction de ce que dirait Albert Facon. C'est-à-dire, si c'est plutôt une question dépollution, ce sera Roselyne Bachelot. Si c'est plus large, ce sera Nicole Fontaine, et le tout en accord avec Jean-Paul Delevoye. Alors, on en a parlé ce matin avec Fillon et Delevoye. Et donc, on prend la difficulté sous l'angle bassin d'emploi. Et donc Delevoye qui coordonne l'action. Fillon envoie la fonction sociale, les finances envoient la fonction industrielle ou la fonction financière. Parce que le bassin d'emploi, c'est quand même le lieu où il y a l'affaire de l'entreprise, mais il y a toutes les compensations qu'on peut trouver pour créer d'autres activités, pour faire de la formation, pour faire des infrastructures, pour développer un certain nombre de choses. Si c'est faisable, c'est Delevoye. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Monsieur le ministre, 7 actionnaires de Métal Europe SA, réunis dans un bureau parisien,
ont décidé de lâcher leur filiale Metal Europe Nord, et ce dans un secteur qui a déjà un taux de chômage supérieur à 20%. Metal Europe n'a recherché aucune solution pour sauver un seul emploi. Les actionnaires veulent se défiler de leurs responsabilités. Monsieur le ministre, trop c'est trop. Qu'attendez-vous pour agir, monsieur le ministre? Nous avons été trompés, vous et nous. Depuis le début 2001, sous votre gouvernement, un plan social avait été accepté. En 2002, un deuxième plan social avait été accepté. Nous devons en même temps exprimer notre indignation et nous mobiliser. N'injurions pas l'avenir. Je vous ai rencontré, s'il vous plaît, samedi matin. Monsieur Bataille, Monsieur Ramon, le ministre. Comment analyser cette situation s'il vous que j'ai plaît, qualifiée donnez-vous correctement. Réponds, monsieur Clément. Comment accepter un seul instant que vous demandiez l'appui du gouvernement et que vous ne vouliez pas l'entendre sur un sujet aussi grave que la disparition de 800 emplois? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous devons en même temps partager votre indignation et mobiliser toutes nos forces pour rebondir sur cette fatalité que nous n'acceptons pas. Merci. La vie gouvernementale n'est pas un long fleuve tranquille. Dans les tourbillons de la grogne sociale, c'est le principe de réalité qui s'écoule et rappelle à Raffarin que les Français sont à la fois révolutionnaires et conservateurs. Ils exigent qu'on change la France, mais ne sont pas tous d'accord avec l'ordonnance du docteur Raffarin. Aujourd'hui, on a pris un retard de plus de 19% sur le pouvoir d'achat. L'augmentation est à 1,9, on a eu 1,2%. Est-ce que cela va pouvoir continuer? Demain, on va remettre en cause les retraites, et puis les gens pourront plus vivre. C'est ce qu'on veut. L'État capitaliste, il est là aujourd'hui. Actuellement, il y a deux choix. Ou le choix de l'homme, ou le choix de l'argent. Là, c'est l'argent. Il défend les intérêts des plus riches et il nous écrase. Il a un mot qu'on dit pas, un ministre ne dit pas les gens du bas. Ah, il n'a pas le droit de dire ça. C'est du blablabla qu'il nous raconte. C'est du blablabla, on ne le croit pas. Il n'y a que l'argent qui compte. On le verra dans 5 ans, on le jugera dans 5 ans ce qu'il aura fait. Raffarin, il a la France d'en bas, ici, maintenant. Là. Et alors, il faut qu'il analyse. C'est moi qui vais sauver les retraites. Ce qui est dit là par ces gens que je comprends bien, je les écoute et je comprends leur tourment. Mais leur vrai tourment, c'est que pendant les 5 dernières années, on n'a rien fait pour leur retraite et qu'aujourd'hui, leur retraite n'est pas assurée. On ne peut pas être dans le statu quo aujourd'hui parce que vous n'aurez pas assez de gens pour payer pour la retraite des autres. Donc qu'est-ce qu'ils vont voir arriver ces gens que j'estime et qui manifestent? Je comprends leur manifestation, mais quelle est leur réalité? C'est que si on ne fait pas la réforme, ils vont voir leur retraite s'effondrer. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Même un subdeco comme moi qui n'a pas fait l'ENA, il comprend très bien que quand vous avez de moins en moins de gens qui vont payer et de plus en plus de gens qui vont toucher, là, il va y avoir un problème. Ça, c'est quelque chose que tous les Français comprennent. Bien sûr, tous les Français comprennent le problème, mais ils se méfient des solutions. Et Raffarin le sait bien. Bien. Merci de bien vouloir prendre place et pendant engager ce dossier des retraites qui nous rassemble. Qui nous unit et qui nous aide. Sa méthode est une pédagogie en 3 temps. Le travail en équipe d'abord, pour décider où l'on veut aller. Puis la concertation avec les partenaires sociaux, discrète, patiente, rusée, afin de les rassurer et de les emmener où on le souhaite. Enfin viendra le temps des annonces et des projets de loi. Cela endort les grognes sociales, mais prend beaucoup de temps. Raffarin espère changer la France à petits pas, mais s'il trébuche... C'est là ma force, c'est que j'ai pas peur que ça s'arrête.
Parce que souvent ici, il y a des gens qui ont peur, en politique, il y a des gens qui ont peur de perdre leur place. Et c'est parce qu'on a peur qu'on n'a pas de courage. Quand on n'a pas peur, on a du courage. Et moi, je n'ai pas peur de devoir partir. Et quand je mène un rapport de force, quand je dois convaincre, j'irai jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout parce que je n'ai pas peur. Je suis là pour accomplir une mission. Je ne suis pas là pour faire carrière. J'étais dans mon Poitou-Charentes, je n'ai pas demandé à venir à Matignon. Je suis là à Matignon, je l'assume, mais je l'assumerai jusqu'au bout. Et les réformes que j'ai à mener, je les emmènerai jusqu'au bout. Contre les réformes, il y a aussi l'imprévisible. Imprévisible, la guerre en Irak. Imprévisible, la crise des Nations Unies. L'actualité internationale s'impose à Jean-Pierre Raffarin. Et là, il doit tout apprendre. Monsieur le président Vicente Fox a été élu en 2000 pour 6 ans. Il est non rééligible, comme d'ailleurs tous les mandats nationaux. C'est sa 3e visite en France. Vous avez entendu hier son discours extrêmement favorable à la relation entre la France et le Mexique. Son parti s'appelle Démocratie libérale. Enfin, Madelin est donc au pouvoir voilà, dans un pays du monde. C'est un Madelin. Donc, rupture par rapport au parti révolutionnaire institutionnel. De quoi ils ont parlé, le président? Je n'ai pas eu de retour. Je pense qu'ils ont parlé... Sur la situation internationale, le président en avait parlé. Alors, ils ont complètement été avec nous. Voilà, ils ont dû parler de l'Irak, parce que pour 2002-2003, le Mexique est membre du Conseil de sécurité. Et donc au début, on l'avait présenté plutôt comme une créature des États-Unis face à un parti triomphant d'un parti nationaliste. Et il a su prendre sa distance tout en maintenant. Tout en se gardant bien d'empiéter sur le domaine réservé du président, Jean-Pierre Raffarin s'occupe donc des affaires du monde. Sa carrure en dépend, c'est la condition pour passer d'une carrière à un destin, de la politique à l'histoire. Dans la foule des petits, des obscurs, des sans grades, Raffarin est chez lui. Dans la cour des grands, il est un débutant. S'il voyage peu, le monde vient à lui, avec ses vedettes et ses problèmes. En un an, Raffarin aura rencontré une cohorte de puissants. Ainsi, Vicente Fox, le président du Mexique. Le premier ministre algérien, Ali Benflis. Le président russe, Vladimir Poutine. La tension internationale, la guerre, rejette Matignon dans l'ombre. L'affrontement Bush-Saddam, la zizanie onusienne, le bras de fer franco-américain captent l'attention. Et les conséquences économiques du conflit sont déjà là, avec cette peur de la grande crise. La dure loi de la Ve République s'applique alors à Jean-Pierre Raffarin. Il paye comptant les mauvaises nouvelles, il est le fusible. Les plus indulgents pensent que son opiniâtreté aura du mal à vaincre la réalité, les plus sévères estiment qu'il n'a pas la carrure pour gouverner dans la tempête. Changer la France, lentement s'insinue l'idée que Raffarin n'y arrivera pas. J'y arriverai. Mais évidemment, j'ai assez d'expérience humaine pour savoir qu'il y a des choses qui dépassent la personne humaine. Je sais très bien que tout n'est pas possible, et je sais très bien qu'il y a des fronts. Il y a le mur de l'argent, je le sais bien, il y a le mur des conservatismes, il y a le mur de tous ceux qui s'enferment dans des statuts, il y a le mur des protégés, il y a le mur des conservateurs. C'est vrai qu'il y a la guerre, c'est vrai qu'il y a le pétrole, mais c'est vrai aussi qu'il y a les lourdeurs et les conservatismes de la société française et qu'il faut aller les bousculer. Serein sur les affaires intérieures, préoccupé sur les affaires extérieures. C'est pas un peu dérisoire de venir le congrès sur la décentralisation? Malgré l'Irak, les réformes continuent. Au congrès de Versailles, ce devait être son heure de gloire.
Mais son grand œuvre est éclipsé par les événements du Golfe. Raffarin, face au spectre de la guerre et de la rigueur, s'accroche à son projet. Il a souhaité la décentralisation, il veut achever le chantier. J'ai l'honneur, au nom de M. Jacques Chirac, le président de la République, de soumettre à votre approbation le projet de loi constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République. Moins de 5 mois après notre engagement, la phase constitutionnelle s'achève. Je vous propose aujourd'hui l'acte 2 de la décentralisation. Il a sa force, mais il devra être aussi l'objet d'adaptation. De toute façon, le temps fera son œuvre. Il assurera la constance et la sagesse l'emportera. L'essentiel est que grâce aux responsabilités nouvelles qui sont aujourd'hui données aux acteurs de terrain, la République se rapproche de son inspirateur, le peuple de France. C'est fait, la décentralisation est officiellement engagée. Mais l'homme qui voulait changer la France, malgré sa détermination intacte, ne verra sans doute pas la métamorphose s'accomplir avant longtemps. Pour lui, la politique, c'est la science du temps. Mais le temps ne joue-t-il pas contre lui, qui étouffe les réformes et qui lasse les foules ? À défaut de changer la France, Raffarin a lui-même changé. Il s'est endurci, apprenant à encaisser les coups. Il a poussé à ses limites son système de communication, tombant parfois dans le numéro à grosse ficelle. Il a raboté son idéal pour le rapprocher du possible. Et, surtout, il a épaissi autour de lui l'ombre du mystère. Monsieur Boniment ou Père Courage, mais qui êtes-vous, Jean-Pierre Raffarin ? Écoutez, il faut forcément, quand on fait cette mission, être une question. Parce que le jour où vous avez une réponse, vous m'enfermerez dans cette réponse. Et donc moi, je veux rester un homme libre. Et donc qui je suis, c'est un secret. Et donc ça se découvre progressivement.